TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Alors justement, cette semaine, l'actualité internationale a été marquée par la publication de ce document publié par la Maison-Blanche, la doctrine de sécurité stratégique des États-Unis. C'est un document qui scelle officiellement la volonté d'en finir avec la politique néoconservatrice, du moins nous dit-on, des États-Unis, mais c'est aussi un document qui scelle le désintérêt profond de l'oncle Sam pour l'Europe et l'Union européenne. Alors dans ce contexte, les négociations de paix en Ukraine patinent toujours, bien sûr. Nous allons voir toutes ces questions cruciales pour le monde qui change ces derniers temps. Mais avant toute chose, chers amis, vous le savez, je vous le dis, chaque semaine, c'est très important que vous apportiez votre soutien à la chaîne de TVL et aussi au Samedi Politique. Alors pensez dès à présent à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça propulse l'algorithme, celui qui nous veut du mal en ce moment. Pensez également à m'écrire dans les commentaires, donner vos suggestions, posez vos questions, j'y réponds chaque semaine. Et puis relayez au maximum cette vidéo. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette semaine d'actualité, Alain Juillet, bonjour. Bonjour Élise. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Vous êtes diplômé de HEC, de l'IHEDN, de Stanford. Vous avez été officier dans les commandos parachutistes du SDEC. Vous avez été le patron du renseignement de la DGSE et vous avez œuvré dans plusieurs grandes entreprises. Vous êtes aussi le père de l'intelligence économique et vous avez également conseillé plusieurs premiers ministres. On pense à Raffarin, Fillon. Absolument. Mais aussi Dominique de Villepin. Tiens d'ailleurs, avant de commencer cette émission, Dominique de Villepin, 2027 ? Non, j'arrive pas à y croire. Ça a le mérite d'être clair. Alors, je rappelle également à nos téléspectateurs que l'on peut retrouver Alain Juillet et Claude Médori sur OpenBox TV, sur YouTube, où vous faites des émissions de géopolitique, de décryptage, de géostratégie, d'intelligence économique. Et la chaîne a déjà dépassé 235 000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Alors, Alain Juillet, je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de ce document publié par la Maison-Blanche, le National Security Strategy of United States of America. Ce document a fait couler, évidemment, beaucoup d'encre. Est-ce que vous avez été surpris par sa teneur et pourquoi ? Alors, personnellement, je tiens à le dire, je n'ai pas été surpris du tout parce que c'est dans la ligne de ce qu'il dit depuis sa campagne électorale. Il y a des morceaux qui ressemblent étrangement à des morceaux du livre de Vance, de son vice-président. Donc, et il y a d'autres parties qui sont directement tirées des rapports de la Heritage Foundation, qui est l'inspirateur, le think tank américain qui inspire l'équipe Trump. Donc, si vous voulez, ce n'est une surprise que pour ceux qui n'ont pas voulu regarder Trump et l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Alors évidemment, quand je vois tous les commentaires qui sont faits un peu partout depuis la publication de cette circulaire, cette note américaine,
je me dis que c'est quand même incroyable. Maintenant, Trump est quand même président depuis un certain temps. Comment tous ces gens-là n'ont pas compris que ce qui était dit par Trump était sérieux et qu'il fallait le prendre au sérieux. Peut-être très rapidement, on a l'impression, sur un sujet qu'on ne va pas trop évoquer aujourd'hui, sur la question de la Chine, beaucoup nous ont dit que l'objectif de Trump, c'était de terminer les guerres en cours pour aller faire la guerre à la Chine. En réalité, quand on découvre ce document, on a le sentiment que Donald Trump n'a pas envie de faire la guerre à la Chine et qu'il l'a déjà faite économiquement avec ses droits de douane et qu'elle est terminée. Oui, mais c'est ça, je crois qu'il il reprend un argument qui était celui de Reagan, hein, la paix par la force. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, moi je veux faire la paix partout, il le dit, hein, c'est redit dedans, il s'agit de faire la paix pour pouvoir développer le commerce au profit des États-Unis, ça c'est clair. Hein. Et dans ce cadre-là, il joue sur tous les moyens. Alors, avec la Chine, vous découvrez dans le document, c'est très intéressant d'ailleurs, que pour Taïwan, il dit on trouve un accord, il n'est pas question de faire la guerre à Taïwan. Bon, ce que nous avons déjà dit, nous on a toujours dit, mais il ne fera pas la guerre à Taïwan. D'abord parce qu'il y a les usines du microprocesseur à Taïwan, donc si on bombardait les usines du microprocesseur, il n'y a plus d'armée américaine. Hein, puisque la plupart des équipements ont des microprocesseurs venant de Taïwan, mais du côté chinois aussi. Aucun des deux n'a intérêt aujourd'hui à détruire Taïwan. Bon, à attaquer ou à défendre. Donc c'est clair. Bon. Mais seulement ce qu'il y a de bien là dans ce rapport, dans cette note, c'est qu'ils le disent clairement. En définitive, quand ils parlent de la Chine, on voit bien, c'est plus la guerre avec la Chine, c'est le commerce, comme vous l'avez très justement rappelé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut qu'on s'entende avec Singapour, le Japon, la Corée, tous les pays autour de la Chine pour faire ce que les Américains appellent faire du containment, c'est-à-dire de la contrôler. Hein. Et il faut qu'on assure, ça c'est important, la libre circulation en mer de Chine, sur la partie de l'océan qui est dont la profondeur est de moins de 200 mètres, hein, tout au large de la Chine, que les Chinois revendiquent comme étant à eux, et le reste du monde dit non, c'est pas à vous. Donc Trump, il dit on va maintenir la libre circulation. C'est-à-dire que pour lui, il ne veut pas faire la guerre, il n'est pas en train de dire on fera la guerre, pas du tout. Il est en train de dire il y a un certain nombre de règles, les voilà, on va les jouer, et à partir du moment où tout le monde les respecte, on va pouvoir se débrouiller. Et il dit bien que par rapport à la Chine, il va gagner comment ? Parce qu'il restera la première puissance mondiale en maîtrisant les technologies critiques. C'est ça, il a compris par rapport à ce qu'on disait avant. Hein. Il dit l'Amérique ne domine plus le monde, l'Amérique ne domine plus toute technologie, c'est une évidence, donc il le reconnaît. Hein. Mais l'Amérique va se débrouiller, va investir pour contrôler complètement ce qui est essentiel pour le futur. Et c'est comme ça qu'on dominera le monde. En définitive, c'est j'ai une force militaire forte, mais je montre mes muscles pour ne pas avoir à m'en servir. Hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein, c'est le vieux principe romain. Hein. Les Romains disaient déjà ça, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais là, il l'applique froidement, il l'explique. Hein. Et d'un autre côté, il dit on va faire du commerce, mais bien entendu, je mettrai tous les moyens pour que le commerce me soit favorable. Parce qu'il est totalement cynique et il l'avoue, hein, America first. Hein. Donc, on a le sentiment, mais c'est pas choquant du tout, c'est une réalité. On a le sentiment que ce document met un terme à cette volonté un peu impérialiste des États-Unis, mais certainement pas à cette suprématie américaine, cette volonté de suprématie américaine, justement sur ces questions que vous venez d'évoquer, sur la question de l'intelligence artificielle, sur la question de la tech, sur la question de l'armement. Donald Trump dit ni plus ni moins dans ce document, de toute façon, nous sommes les meilleurs. Et puis en plus, parce qu'il en est convaincu, hein, donc ça c'est certain. Ça, c'est clair. Il dit nous sommes les meilleurs et on va vous le prouver. Et vous êtes. Alors c'est très important, c'est qu'il dit bien aussi on est pour nous ou contre nous. Si vous êtes avec nous, on peut vous aider, on peut faire des choses avec vous. Si vous êtes contre nous, attention parce qu'on vous fera pas de cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il fera la guerre, hein, mais tous les moyens seront bons pour vous déstabiliser. Et c'est très intéressant dans ce qu'il raconte. Alors au niveau intérieur, hein, il parle
On peut résumer ça en parlant un peu de réarmement moral. Hein. Il faut retrouver les valeurs fondamentales de l'Amérique en oubliant toutes les valeurs dérives ou qui ont dérivé sous Obama, sous Biden. Il le dit clairement, en plus. Oui. C'est clairement dit. Ce qui est très rare dans ce genre de document. Donc, il fait clairement référence au wokisme, en fait. Exactement. Et il dit le wokisme est une catastrophe, il faut arrêter ça, il faut retrouver l'Amérique profonde, l'Amérique forte avec ses valeurs. Et pour ça, on va lutter, alors il dit contre l'immigration non contrôlée, donc, parce que l'immigration non contrôlée est une catastrophe. On a fermé les yeux, il nous accuse tous, il dit tout le monde a fermé les yeux, c'était une erreur. Il faut contrôler tout ça, donc immigration contrôlée. Mais il vous dit aussi il faut lutter contre le narcotrafic parce que c'est désastreux pour la population. Et là, j'hésiterai pas à taper partout où il faut contre le narcotrafic. Et on l'a vu ? On le voit au Venezuela. C'est une démonstration, en même temps, si vous voulez, qu'il l'annonce, il le fait. Il annonce aussi la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'il continuera à taper sur les terroristes où qu'ils soient dans le monde, ça c'est clair. Enfin, ceux que les États-Unis considèrent être des terroristes. Oui, non, dans son point de vue à lui, non, mais je suis bien d'accord. Non, mais bien quand sûr. il parle des terroristes, de son point de vue, c'est pas ça. des autres, bien entendu. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et donc, oui, il explique très bien, en définitive, ce qu'il va faire. Et tout ça derrière pour dire... Et puis ensuite, on fait des deals avec ceux avec qui on peut en faire et des bons. On fait des deals et la vie sera belle. D'où les deals avec la Russie et puis l'Europe, il en parle, on peut en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Et tous les deals qu'il a fait justement avec son tour d'Asie, d'ailleurs, pour les matières premières. Exactement, mais qu'il a fait aussi, il y a un truc, ça m'a beaucoup amusé, parce que peu de gens en ont parlé en Europe. Quand il a reçu Zelensky la dernière fois, où ça s'est bien passé, entre guillemets, à la Maison-Blanche, Zelensky a signé un accord donnant l'exploitation des mines et des terres rares en Ukraine aux États-Unis en remboursement de la dette militaire contractée par la fourniture d'argent et de matériel américain pour faire la guerre. Mais alors, pardon, mais sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'esbrouffe là-dedans ? Parce qu'on a quand même l'impression que l'essentiel de ces matières premières convoitées par les États-Unis, elles se trouvent plutôt à l'est de l'Ukraine. C'est clair. Et donc Zelensky n'aura plus trop son mot à dire dessus. Ah non, mais Zelensky en a perdu une partie qui sont maintenant du côté russe, mais l'autre partie, il en restait quand même un peu, il les récupère. Mais quand vous regardez, c'est intéressant l'Ukraine, parce qu'au début de la guerre, on s'est aperçu que les Américains, enfin 3 groupes américains, puis un groupe français, mais il y en avait moins, ont racheté les terres à blé. Vous savez que l'Ukraine, c'est un grenier à blé pour le monde. Et donc les Américains avaient racheté le blé avant la guerre. D'où l'importance que depuis Odessa, les cargaisons de blé puissent partir. Bien sûr. Ce n'était pas du blé ukrainien, c'était du blé américain, enfin, appartenant à des groupes américains. Et il y a eu donc le blé, il y a les terres rares, il y a les minerais. En définitive, ils ont complètement pillé l'Ukraine. C'est ça qui est fascinant. C'est que quand on va se réveiller après la reconstruction, si vous voulez, et qui en plus va être faite, vous savez que Zelensky avait signé il y a 2 ans un accord en Ukraine pour la reconstruction avec le fonds d'investissement américain BlackRock. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça veut dire toute de la reconstruction de l'Ukraine dont on parle, commence à parler aujourd'hui. En définitive, c'est BlackRock qui va être l'architecte. BlackRock étant américain, on voit très bien qu'il va être favorisé, c'est clair. On parlera de BlackRock un peu plus tard dans cette émission. On a dressé à peu près tous les sujets qu'on va évoquer. D'accord, allez-y, excusez-moi. Si vous voulez bien, on continue sur ce document de sécurité stratégique. J'aimerais vous faire écouter le brillant Jean-Noël Barrot, qui nous sert de ministre des Affaires étrangères. Il a réagi à l'Assemblée nationale sur ce document. La publication de cette stratégie de sécurité nationale des États-Unis est au fond un moment de clarification et de vérité qui nous invite à tenir le cap et à accélérer. Parce qu'au fond, elle donne raison à la France. C'est la démonstration éclatante que nous avions raison depuis 2017 d'appeler l'Europe à l'autonomie stratégique et que nous avons eu raison depuis 8 ans de commencer à faire changer l'Europe. L'Europe a repris le contrôle de ses frontières avec le pacte sur les migrations et l'asile. Elle a pris les moyens, ou s'est donné les moyens, de se défendre contre la concurrence déloyale. Et elle a imposé des règles aux géants du numérique. Et quels que soient les hurlements de l'international réactionnaire, nous ne nous laisserons pas intimider. La règle est la même pour tous. Bon, l'international réactionnaire, je crois qu'il parlait de nous.
Oui, je pense. Mais ce qui est dommage dans ce que on entend, ce qu'il a dit, c'est qu'il aurait dû dire ce qui est écrit dans le texte sur l'Europe. Bien sûr. Où il est clairement écrit que l'Union européenne, c'est un désastre, ça ne marche pas, que les dérives ont en train de miner l'Europe et de la détruire, et qu'il faut revenir aux États-nations. C'est dit dans le texte, là c'est la vision gaulliste. On revient aux États-nations, qu'il faut affirmer, que les États européens doivent affirmer leur souveraineté. Alors excusez-moi, c'est pas exactement la vision de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Pas tout à fait. Exactement. Donc alors c'est bien de dire on avait compris et tout, mais non. Alors en plus... Globalement, la seule chose qu'ils ont compris, c'était effectivement que c'était une clarification écrite. Ah oui, ça c'est évident. De ce à quoi ils assistaient depuis le retour de Trump. Mais pour moi, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une clarification, on le savait déjà. Mais enfin, c'est vrai que maintenant c'est écrit, et comme ça va durer 4 ans, et qu'on sait que Vance, qui est probablement, il y a de grandes chances, le prochain président des États-Unis, puisque même le concurrent potentiel, Marco Rubio, a dit qu'il reconnaissait Vance comme le meilleur candidat. Bon, Vance est exactement dans la même ligne. Donc on est parti pour cette application américaine, de stratégie américaine, pendant longtemps. Alors justement, on va revoir 2 interventions, aussi bien de Vance que de Rubio. On a le sentiment donc que ce document est l'officialisation de la fin de la politique néoconservatrice post-guerre froide, on va dire. Et on avait déjà eu un élément qui allait dans ce sens, j'en ai parlé la semaine dernière, mais là on va revoir les images. C'était Marco Rubio au tout début du retour au pouvoir de Donald Trump. Il avait donné une interview qui était très intéressante. Il n'est pas normal que le monde ait simplement une puissance unipolaire. C'était une anomalie, c'était un produit de la fin de la guerre froide. Mais à terme, il fallait revenir à un monde multipolaire, avec plusieurs grandes puissances dans différentes parties de la planète. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui avec la Chine et, dans une certaine mesure, la Russie. Alors on avait déjà vu là une forme d'officialisation du monde multipolaire et de la fin de l'hégémonie impérialiste américaine. Ah oui, parce que jusqu'à la fin de Biden, Obama, Biden, tous, ou Clinton avant, avec le soft power, mais tous, sans exception, disaient il y a l'Amérique qui domine. On est dans la... C'était valable avec Bush aussi, qui lui était républicain. Oui, Bush aussi, mais tous on peut dire depuis très longtemps, depuis la guerre. Mais là, c'était depuis 92, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a un monde monopolaire, les États-Unis dominent le monde. C'était le concept de mondialisation, alors, soi-disant heureuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est rentré dans un monde multipolaire. C'est une réalité. Les BRICS, c'est un monde multipolaire. Ce sont des pôles. Chaque pôle est très important, a une influence sur les pays autour, et chacun des pôles veut faire une politique propre qui s'ajoute à une politique ensemble commune dans un certain nombre de points. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Rubio en arrivant? Et ce qu'avait dit aussi Trump d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'a dit Rubio? Il a dit, nous reconnaissons qu'il y a un monde multipolaire. C'est fini l'histoire du monde monopolaire, l'histoire de la mondialisation, c'est terminé. Mais la différence, si vous voulez, c'est que entre les Chinois et les Américains, c'est que les Chinois disent, on est des commerçants, on négocie avec tout le monde dans ce monde multipolaire. On essaie d'être bien avec tout le monde. Alors que les Américains disent, non, on fait des deals avec ceux qui veulent travailler avec nous, et ça se passe très bien, et on fait des super deals commerciaux, on fait du commerce toujours. Quant aux autres, on ne se laissera pas faire. Alors que et ça, donc ils font des deals instantanés, si vous voulez. Alors que les Chinois, eux, ils disent on fait du commerce dans la durée. Et peu à peu, on va gagner. Donc c'est la différence. Mais les deux, c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que les Chinois sont en train d'appliquer une espèce de doctrine de Monroe à la chinoise, et les Américains sont en train d'appliquer, alors là ils l'ont écrit dans le National Security Strategy, ils ont écrit qu'ils étaient pour la doctrine de Monroe. Il revient aussi à la doctrine de Reagan d'ailleurs, mais sur la doctrine... Donc on est bel et bien dans une reconnaissance mondiale de la multipolarité. Alors, oui, l'Europe devient-elle, dans le cas de la multipolarité, un pôle unique, ou est-ce que l'Europe sera plusieurs pôles? Ça devient intéressant.
Alors justement, on continue en parlant de l'Europe et peut-être avec le discours que J.D. Vance avait réalisé lors de la conférence de sécurité de Munich. Là encore, on avait ni plus ni moins les grandes lignes qui après se concrétisent dans le document qui a été publié sur le site de la Maison-Blanche. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur externe. Et ce dont je m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur, le retrait de l'Europe de certaines de ses plus grandes valeurs fondamentales, les valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que l'immigration de masse. Aujourd'hui, près d'une personne sur 5 vivant dans ce pays a déménagé de l'étranger. Il s'agit bien sûr d'un record historique. C'est d'ailleurs un chiffre similaire aux États-Unis, qui constitue également un record historique. Le nombre d'immigrés entrés dans l'UE en provenance de pays tiers a doublé entre 2021 et 2022 seulement. Et bien sûr, le niveau a considérablement augmenté depuis. Aucun électeur ici n'a voté pour ouvrir les portes à des millions de migrants sans contrôle. Mais vous savez pourquoi ils ont voté ? En Angleterre, ils ont choisi le Brexit, qu'on soit d'accord ou pas. Partout en Europe, on vote de plus en plus pour des candidats promettant de stopper l'immigration incontrôlée. Bon, donc là encore, tout était déjà dit par J.D. Vance dès le retour de Trump. Tout a été, en réalité, on sait tout ça depuis la campagne de Trump. Et on l'a vu après, tout ce qui a été dit par ses ministres, son vice-président, tout a confirmé ce qui était, on le savait. Mais le problème, c'est que comme on ne veut pas l'accepter, et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, on ne veut pas l'accepter parce que ça remet en cause complètement toutes nos histoires. Regardez ce que disait Vance là. Quand il dit, et il a raison d'ailleurs, il dit, l'Europe, vous avez abandonné vos valeurs. Ça, c'est avec le wokisme, vous avez abandonné vos valeurs et vous êtes en train de vous planter. Ça va beaucoup plus loin dans le texte du National Security Strategy. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vous disent l'Union européenne va très mal. Et il faut que les pays retrouvent leurs forces, leurs valeurs, et c'est comme ça que ça va marcher. Donc on voit bien que c'est dans cette évolution, ils font un constat aux États-Unis, mais ils le font aussi chez nous. Et dans ce cadre-là, alors c'est très intéressant, ils changent complètement leur réaction par rapport à ce qu'on lisait dans les rapports précédents. Regardez la Russie, par exemple. Dans le rapport Biden, la Russie est désignée avec la Chine comme l'ennemi principal. C'est clair. La Russie, il faut la détruire. Comme la Chine. C'était pas surprenant non plus, là. Mais c'était très clair. Là, la Russie n'est pratiquement pas citée dans le texte. On parle beaucoup de l'Europe, on le passé. Tout ce qu'ils disent, c'est avec la Russie, on va développer des relations économiques très bonnes et intéressantes parce qu'on a plein de choses à faire. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, ils sont déjà mis d'accord. On le sait, ils sont mis d'accord en Alaska. Bon, ils veulent, ça c'est dit aussi qu'il faut arrêter de perdre du temps, ils le disent dans le rapport, quand une fois qu'on a pris une décision, il faut la mettre en œuvre, ça veut dire qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine au plus vite, et on va pouvoir faire des affaires avec les Russes. Et pour les Européens, ils ont fera des affaires avec vous, en bilatéral, mais il faut d'abord que vous commenciez par nettoyer chez vous. Il faut faire le ménage chez vous comme nous on le fait chez nous. En gros, c'est ça. Alors justement, ça c'est intéressant ce parallèle de problèmes à gérer des deux côtés de l'Atlantique qui sont un peu similaires, parce que il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux dans les discours de J.D. Vance qui donne un peu des leçons à l'Union européenne, et c'est un peu ce qui est repris au sein de ce document, c'est qu'on fait un peu l'impasse sur toutes ces officines américaines financées par des associations, des organisations non gouvernementales américaines qui ont fait la promotion depuis des décennies entières du wokisme, du sans-frontiérisme et donc de toutes les plaies que J.D. Vance lui-même maintenant dénonce à l'instar du document de la Maison-Blanche. Absolument, mais là c'est très clair. Mais quand il est arrivé à la Maison-Blanche et qu'il a supprimé les aides, ça a fait hurler tout le monde. Dont l'UCED.
Et qu'il a aussi coupé les crédits des universités, ce qui est quand même énorme. Hein. Imaginez en France, si on coupait le crédit des universités, l'État disait j'arrête de donner à l'université X, Y ou Z sous prétexte, à Sciences Po par exemple, sous prétexte que... Au hasard. Au hasard. Hein. À Sciences Po Paris, compte tenu de ses dérives intellectuelles. Bon, ça, c'est quand même... Il a montré la chose. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de... Il nous montre, il donne l'exemple. Hein. Il dit, est-ce que nous devons continuer à financer alors qu'on n'a pas d'argent ou peu d'argent? Est-ce qu'au lieu de le concentrer sur les points essentiels, on n'est pas en train de se saboter tout seul, hein, de se tirer une balle dans le pied tout seul, en payant, en finançant des gens qui sont contre nous, qui s'opposent à nous, ou qui détruisent les fondamentaux de notre pays, les valeurs traditionnelles dont parlait Vance. C'est ça. Alors, eux, ils ont fait ce choix-là. Les Chinois, c'est pareil. Nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait en Europe. Hein. Alors, après, on a un peu le sentiment avec Donald Trump que les États-Unis n'existaient pas avant lui. C'est-à-dire que pourtant... ça, c'est incroyable. Écoutez, dans le rapport... On est d'accord. La première... Moi, j'ai lu les autres. Hein, depuis un certain nombre d'années. Je lis tous les 4 ans. Je lis ce rapport, et pas que celui-là aussi, hein. La vision du monde de la CIA et autres, bien sûr, tous ces documents qui permettent de voir comment l'Amérique pense. Bien sûr. Est-ce qu'elle veut nous faire passer comme idée? Parce qu'il y a les deux. Hein. Bien sûr. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans cette affaire-là? C'est que dans le dernier, on parle de Trump presque à chaque page, si vous voulez. C'est aberrant. D'habitude, on parle du président une fois de temps en temps et encore, hein, parce que c'est un document qui est censé être relativement neutre. En réalité, là, pas du tout. C'est pas un document neutre du tout. C'est un document politique d'orientation des États-Unis dans un sens bien précis, hein, et avec une vision à long terme. C'est très. Et là, c'est la doctrine effectivement, Trump, en fait. Et Trump se présente comme le sauveur de l'Amérique, comme il a fait pendant sa campagne, en disant on a laissé dériver l'Amérique pendant des dizaines d'années. Hein, mes prédécesseurs, il les cite, hein, ont laissé dériver l'Amérique. Il est temps de revenir à la base. Et comme par hasard, ces références, on retrouve Reagan, hein, la paix par la force. Là, c'est Reagan pur et dur. On retrouve Dulles, hein, c'était encore avant, hein, mais là aussi, il faut contrôler tout, l'immigration en particulier. Hein. On retrouve Monroe, il le cite, alors là, cette fois-ci, il cite vraiment la doctrine de Monroe, hein, en sous-entendant par là, il cite aussi Roosevelt, enfin, si vous voulez, il cite tous les présidents qui ont contribué à la grandeur de l'Amérique. Ça, c'est très intéressant parce que, en définitive, il s'appuie sur eux en disant ce que je vous propose, qui est une option stratégique, politique, eh bien, c'est une option qui correspond à ce qu'ont fait les prédécesseurs qui ont été les plus grands présidents américains. Bien sûr. Et il oublie tous les autres. Oui, il oublie tous les autres. Ah ben ça, il oublie les responsabilités des États-Unis dans les plaies qui sont nommées par J.D. Vance et ce document. Évidemment. Et c'est assez amusant parce que c'est un peu le mécanisme que l'on voit appliqué à la question ukrainienne. C'est-à-dire que quand Donald Trump évoque la nécessité de faire la paix en Ukraine, il oublie légèrement que ce sont des gouvernements démocrates, néoconservateurs, mais bien sûr, qui ont suscité la guerre en Ukraine. Ah, mais il a un talent, Trump, de ce côté-là, c'est qu'il oublie totalement les responsabilités américaines quand ça ne l'arrange pas. Hein? Alors, sur l'Ukraine, comme vous venez très justement de le dire, hein, sur l'Ukraine, tout le monde sait que les Américains et les Anglais, mais surtout les Américains, ont tout fait pour qu'il y ait des problèmes en Ukraine. C'est arrivé à la fin. Hein? Bon, il y a eu la guerre, et les Européens et les Américains étaient convaincus qu'ils allaient la gagner. Hein? Quand Johnson a dit à Zelensky, 2 mois après le début de la guerre, là, signez pas un traité de paix avec la Russie parce qu'on va gagner la guerre. Hein? Et qu'encore récemment, je voyais des déclarations du chef d'État européen disant mais on va aider l'Ukraine pour qu'elle peut regagner toutes ses terres et en plus, elle peut même aller en Russie. Les bras vous en tombent. Quand on sait l'état de l'armée ukrainienne, qui se bat avec un courage extraordinaire d'ailleurs, hein, mais quand on voit l'état de l'armée ukrainienne et qu'on voit les capacités des armées européennes, on dit mais comment on peut affirmer des âneries pareilles? C'est une ânerie, c'est pas autre chose. Hein. Seulement, c'est grave, parce qu'il y a des gens qui se font tuer tous les jours. Il ne faut quand même pas l'oublier. Évidemment. Donc, on parle, il y a des malheureux qui se font tuer pour rien. Bien sûr. On connaît la fin de la guerre, et la guerre continue. C'est effarant, quoi.
Alors justement, peut-être à ce sujet, on dit souvent qu'effectivement on ne pouvait pas gagner. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, évidemment. C'est les Occidentaux qui ont agité les troubles jusqu'à obtenir cette guerre en Ukraine, qu'ils ne pouvaient pas la gagner. Les États-Unis ont-ils vraiment perdu cette guerre ? Ah ben, à partir du moment... Écoutez, si on regarde la fin de l'histoire qui est annoncée, hein, parce qu'elle arrivera maintenant, elle arrivera par 3 cas. Où Zelensky accepte aujourd'hui une négociation et se libère des Européens qui le freinent, où les Russes arrivent à la frontière des provinces qui n'ont pas encore, donc ils arrivent à Kramatorsk, mais à mon avis il faudra du temps pour qu'ils passent la bataille de Kramatorsk, la prochaine bataille, c'est Kupiansk, c'est Kramatorsk, c'est la fin. Mais ça peut durer longtemps, quand on voit le temps qu'ils ont mis pour Povrox et les autres. Bon, donc, mais on attend cette fin de bataille, et puis ils diront, on est arrivé à la frontière que nous réclamons, donc on arrête la guerre là, les Russes le diront et ce sera fini. Ou troisième possibilité, c'est ce qu'envisage Trump visiblement actuellement, c'est on oblige Zelensky à faire une élection présidentielle en Ukraine. Tout le monde sait que les sondages le montrent, il est battu. Tout le monde le sait. Et celui qui est élu à sa place signe l'appel le lendemain matin. C'est le calcul de Trump. Alors, le favori, là, ce serait le général Zaloujny. C'est Zaloujny. C'est toujours Zaloujny. Zaloujny, qui était le chef d'état-major de l'armée, était adoré par les militaires parce qu'il économisait les troupes. Avec lui, il y avait moins de morts qu'il y en a eu après et avant. Bon. Et d'autre part, c'était un très bon stratège. Bon. Et Zaloujny, il a été écarté. Sauf erreur de ma part, formé par les Soviétiques, et non pas par les Américains. Mais il est copain, il se parle avec Gerasimov. Il connaît très bien Gerasimov. Donc le chef d'état-major de l'armée russe. Exactement. Et quand il y avait eu la discussion à Antalya entre les diplomates russes et les diplomates ukrainiens pour négocier la paix 2 mois après le début de la guerre, Gerasimov et Zaloujny s'étaient téléphonés. Eh oui, parce qu'ils se connaissent très très bien. Donc, Zelensky, qui a vu le danger, a éloigné Zaloujny, a d'une part dit qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle pendant la guerre, et deuxièmement, a éloigné Zaloujny comme ambassadeur en Angleterre. Mais tout le monde sait que s'il y a une élection et si Zaloujny se présente, Zaloujny est élu, mais alors largement. Et Zaloujny, il appelle Gerasimov et il y aura l'appel le lendemain. Mais on le connaît, on sait. Donc si vous voulez, la fin de la guerre, on la connaît maintenant. On sait très bien où les Russes arrivent à la frontière, où les Européens, où Zelensky accepte avant de faire ça, où c'est l'élection. C'est les limites. Après, c'est fini. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et je reviens sur votre question qui est fondamentale. Qui aura gagné la guerre ? Moi, je vais vous dire, le grand gagnant de la guerre, c'est les États-Unis. Puisqu'ils ont récupéré. Ils sont bien avec les Russes, alors qu'ils n'étaient pas très bien. Ils deviennent amis avec les Russes et ils vont échanger avec les Russes. C'est quand même un comble, c'est quand même un comble. Ben oui, mais ça, ils vont devenir copains avec les Russes et ils vont échanger et tout. Et les Russes sont contents parce que ça dessert un peu la pression chinoise sur la Russie. Donc, les gagnants-gagnants, je dirais. Bon. Les Russes ont récupéré des terres rares, c'est vrai, dans le sud de l'Ukraine, mais les Américains, ils exploitent les terres rares, les mines et le blé ukrainien. Et en plus, la reconstruction qui va être énorme, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, si vous voulez, la reconstruction va coûter beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent qui va circuler. Qui est le grand chef, le grand gourou de la reconstruction ? C'est encore les Américains avec BlackRock. Ils auront tout gagné là-dedans. Alors que c'est eux, avec Biden, qui ont poussé à le déclenchement de la guerre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire de fou. Donc quand on dit qu'en réalité cette guerre va être une défaite de l'Occident, non, c'est une victoire américaine. Oui, c'est une défaite de l'Europe. Qui ne l'a pas déclenchée, mais qui a participé. C'est une défaite de l'Europe qui ne l'a pas déclenchée, qui a été poussée, parce qu'on oublie maintenant, on voit les Français, les Anglais, les Allemands être très volontaristes. Ce qu'on oublie, c'est que les Européens sont entrés en guerre en Ukraine sous la pression américaine. C'est les Américains qui nous ont poussés à y aller. Et qu'en définitive, à la fin, nous, on est lâchés en rase campagne, il n'y a pas d'autre terme, on est abandonnés en rase campagne, et les autres, ils raflent la mise. Abandonnés, mais fiers de l'être. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le secrétaire général de l'OTAN, ainsi que le chancelier Merz, allemand.
Jusqu'à présent, Poutine n'a joué les pacificateurs que lorsque cela l'arrangeait afin de gagner du temps pour poursuivre sa guerre. Le président Trump veut mettre fin à l'effusion de sang maintenant et il est le seul capable d'amener Poutine à la table des négociations. Alors mettons Poutine à l'épreuve, voyons s'il veut vraiment la paix ou s'il préfère que le massacre continue. J'ai tiré de cet entretien téléphonique avec le président Trump hier l'impression nette qu'il est prêt à suivre cette voie avec nous parce qu'il sait que les Européens doivent également faire valoir leurs propres intérêts. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces déclarations ? Moi, je dirais, le problème des Européens, vous savez, aujourd'hui, il est terrible. Parce qu'on s'est lancé dans une voie avec l'Ukraine qui est à l'opposé de la réalité. Et maintenant, il va falloir atterrir. Comment alors qu'on est éloigné de l'objectif, comment on fait pour réussir à revenir, pour atterrir sans trop de casse? Et surtout en essayant de sauver la face. Alors on dit un peu n'importe quoi. Dans la réalité, toute l'histoire est très simple. Poutine et Trump le savent. Poutine veut les provinces jusqu'à la frontière. Ou bien on l'accepte et la guerre s'arrête aujourd'hui, ou on continue la guerre jusqu'au moment, parce qu'il l'atteindra, où il atteindra la frontière et ça s'arrêtera, des 4 provinces du Donbass, où ça s'arrêtera, ou alors, comme je l'ai dit, ou alors les Américains sont lâchés par Zelensky, et Zelensky, ou son successeur plus exactement, signe la paix. Donc, alors, c'est sûr que quand Trump dit oui, nous voulons la paix, et Poutine, on dit ah, il continue. Non, Poutine dit moi je veux la paix aussi, mais sur la paix, sur la frontière que j'ai donnée. On le sait depuis longtemps, cette histoire-là. Le problème, c'est que Trump, il a accepté l'histoire de la frontière. Parce que lui, il connaît l'histoire de l'Ukraine, et il sait que les provinces russophones ont toujours été russes, et que le reste, ça vient de l'Autriche-Hongrie. Et qu'on a fait ça en 1918. Et oui, mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine n'a jamais été un territoire uni. Ça a été on a construit l'Ukraine à partir de plusieurs morceaux après 1918. Mais si je peux me permettre, il y a aussi une donnée historique qui semble être un peu oubliée, c'est que rarement le gagnant sur le terrain militaire ne remporte pas de territoire. Enfin, c'est peut-être injuste, c'est peut-être la loi du plus fort, mais on n'a jamais vu l'inverse. Non, Sauf erreur de ma part, après 1945, on n'a pas demandé à l'Allemagne si elle voulait récupérer l'Autriche, un bout de la France. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais pour gagner, il fallait que les Européens ou les Américains s'impliquent véritablement dans la guerre. C'est-à-dire pas uniquement en fournissant du matériel et des techniciens pour faire marcher le matériel. Il fallait qu'on aille dans cette guerre. Seulement, si on allait à la guerre, c'était une guerre mondiale. Donc, c'était pas possible. Donc, si vous voulez, mais ces guerres par personnes interposées qui ont été faites, regardez ce qui se passe au Congo, entre le Rwanda, qui exploite les mines du Congo pour le compte des compagnies américaines, et la République démocratique du Congo, c'est une guerre qui ne veut pas dire laquelle. C'est la même chose. Ce sont des mauvaises guerres, je dirais. Mais toutes les guerres sont mauvaises. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a vraiment des bonnes guerres ? Non, il n'y a pas de bonnes guerres. Alors là, on est dans une situation. Alors chacun essaie de se raccrocher. Trump, il dit, moi, j'ai discuté avec Poutine, je sais ses conditions. Et il dit aux Européens, il faut le suivre. D'ailleurs, si vous regardez la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit, Trump ? Il a dit, ou cette semaine, début de cette semaine, il a dit, j'ai téléphoné aux 3 chefs d'État européens, là, à Mers. J'ai eu des mots très durs. J'ai eu des mots très durs. C'est-à-dire qu'il leur a dit, maintenant, ça suffit. Vous savez très bien, et il a dû leur dire ce que je viens de vous dire. La solution, on la connaît, la guerre est finie, elle est perdue, et voilà ce qui peut se passer. Est-ce qu'on l'arrête tout de suite, ou est-ce qu'on voulait que ça continue 6 mois de plus ? Bien sûr. Et il s'en fout, puisque lui, il n'envoie plus d'argent en Ukraine, c'est lui qui aura le contrôle à la fin de tout le reste, parce qu'on vient de le dire, et l'armement, il le vend aux Européens pour le fournir aux Ukrainiens. Donc là encore, qui est gagnant ? C'est lui. C'est lui. Il a eu également, certes, des mots très durs avec les pays européens, mais également avec Zelensky. Il a multiplié quelques déclarations ces derniers jours, et je vous propose qu'on en écoute une.
Je dois vous dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition de paix. C'était le cas il y a quelques heures. Son peuple l'adore, mais lui non. La Russie est d'accord. La Russie, vous savez, la Russie préférerait sans doute avoir tout le pays si on y pense. Mais la Russie est, je crois, d'accord avec la proposition. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple adore la proposition, mais lui ne l'a pas lue. So someday you'll explain that one to me, Jeff. Bon alors comme toujours, c'est une expression un peu particulière, celle de Donald Trump, avec des phrases courtes, un peu caricaturales, voire infantiles. Mais il y a beaucoup de messages qu'il envoie là-dedans. Mais attendez, pourtant c'est très clair. Il dit bien, on s'est mis d'accord avec Poutine, c'est bel et bien sur la frontière. Le peuple, on le sait bien que le peuple ukrainien, il en a marre, il veut arrêter la guerre. Hein, et il y a Zelensky qui ne veut pas. Pourquoi ? Alors bon, là, parce que la soupe est bonne, hein, de président d'Ukraine. Si on regarde ce qui s'est passé autour de tous ses collaborateurs, ils ont fait fortune. Hein. Vous savez, quand vous allez en Ukraine, c'est très intéressant à Kiev. Hein, c'est un pays pauvre. Eh ben, quand vous voyez l'argent qu'il y a à Kiev actuellement, l'argent il ruisselle de partout, comme on dit. Hein, mais pas partout. Les pauvres types qui se font tuer, ceux-là, ça ne ruisselle pas pour eux. Mais au niveau le plus haut, on l'a vu, hein, l'argent circule à flot. Et ils gagnent tous beaucoup d'argent. Alors, on a vu les ministres, on a vu son directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'il fait Trump ? Moi, je suis convaincu que l'affaire du directeur de cabinet, c'est venu chez les Américains qui l'ont lancé. C'est pour dire à Zelensky, bon, ton équipe a suffisamment gagné dans cette affaire-là, maintenant ça suffit, tu arrêtes. À ce sujet-là, je vais faire une mise au point parce que je me suis trompée la semaine dernière. J'ai dit que Zelensky, lui, avait été cité dans les Panama Papers. Ah oui ? Et c'est faux. Et non, figurez-vous, c'est pas les Panama Papers, mais il était cité dans les Pandora Papers. Non, vous avez Pandora Papers. C'est les Pandora Papers. Vous avez tout à fait raison. Je tenais à rétablir la vérité parce que ça change tout. C'était avant les Panama. Exactement. C'était les Pandora Papers. Et ça change tout. Et on peut même ajouter que quand il a été élu président, hein, il a transféré tout l'argent qu'il avait à sa femme. C'est sa femme qu'on reçoit partout, là, qui est maintenant la propriétaire de tous les biens de Zelensky. Elle est devenue très, très, très riche. Il est féministe au moins, c'est bien. Ouais. Séparation, ils ont un beau contrat de mariage. On peut constater quand même que, vous avez évoqué là ces élections, on voit aussi que Trump en a assez de Zelensky, visiblement, et que... Bien sûr, parce que Trump avait réglé le problème en Alaska. Bon, il a vu Zelensky. Bon, une première fois, c'est très mal passé, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Zelensky ? Ils ont dit, il faut être d'accord là-dessus. Zelensky a dit non, je ne peux pas. Bon, ils ont dit, on va le raisonner. Hein, et ils ont essayé de le raisonner. Mais ils voient qu'appuyé par les Européens, Zelensky continue à traîner alors que tout le monde connaît la fin de l'histoire. Les Européens y compris, tout le monde connaît la fin de l'histoire. Le problème, c'est qu'il faut une sortie. Alors Zelensky, lui, il faut qu'il admette que c'est fini. Hein. Il a été moi, je ne critique pas totalement Zelensky, il a été un très bon chef de guerre. Il s'est révélé un bon chef de guerre, oui, parce qu'il a été le patron, il a fait le show, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il a fait le show, c'est sûr, enfin, il n'a pas fait la guerre. Hein. Non, il n'a pas fait la guerre. Il a fait le show, si vous voulez, il a dommé les vents, il s'est pas si mal débrouillé que ça par rapport à d'autres. Pour un comique. Hein, voilà. Mais ceci dit, maintenant, il faut savoir arrêter. À un moment, la difficulté dans les guerres, c'est de savoir les arrêter. Là, tous les gens vous le diront, tous les spécialistes vous le diront. Là, on a une solution pour l'arrêter qui est très claire. Tout le monde est d'accord, il n'y a que lui qui bloque. Bon, on comprend que les Américains soient excédés en disant ça suffit, il faut qu'il arrête. Alors, où il arrête volontairement, ou il arrête parce qu'on le fait battre aux élections, ou il arrête parce qu'il a un problème. Aujourd'hui, c'est difficile qu'il ait un problème parce qu'il est quand même un personnage connu. Et puis tout de suite, on penserait que ceux qui ont fait un mauvais coup, ils sont plutôt du côté des alliés que de l'autre côté. Donc, il n'y a plus que deux solutions, c'est l'élection. Tout le monde dirait que c'est les Russes, et les Russes n'ont aucun intérêt à le voir disparaître. Mais les Russes, ils ne veulent pas. Les Russes, ils ne veulent pas. Maintenant, pour les Russes, c'est réglé le problème, je vais vous dire. C'est horrible, parce qu'on dit quand on pense que la guerre continue, mais pour les Russes, ils savent que la guerre, elle s'arrêtera avec l'OTAN ne sera pas en Ukraine. Donc, les troupes européennes n'iront pas en Ukraine, contrairement à ce qu'on a pu raconter, c'est évident. Hein. L'Ukraine restera neutre. L'Ukraine sera un pays neutre, hein, c'est clair. Avec des garanties, par contre, de sécurité qui vont être données. C'est le seul endroit, le seul point sur lequel on peut encore négocier
au niveau des Européens avec les Américains, c'est sur les garanties de sécurité. Parce que les Américains vont proposer le parapluie nucléaire américain, et puis comme ils ont exploité eux-mêmes les mines et tout ça, les Russes n'ont pas intérêt à taper sur l'Ukraine pour tuer des Américains, parce que là c'est la guerre. Donc ça ne se passera pas comme ça. Mais par contre, on peut, au niveau européen, dire on va mettre des troupes en Pologne ou en Roumanie si on veut pour pouvoir intervenir. Bon, ça ne servira à rien, mais c'est de la gesticulation et ça permet de justifier que la guerre s'arrête. Alors qu'on a dit qu'il fallait continuer, pour justifier, on dit ça y est, on a obtenu des garanties de sécurité formidables, voilà ce qu'on va faire, nous serons à côté, et on interviendra s'il y a quelque chose. Voilà. Quelques heures avant l'enregistrement de cette émission, Alain Juillet, on a vu Volodymyr Zelensky qui semblait consentir à ce que le Donbass soit démilitarisé. On a le sentiment, même si les Russes ne s'en satisferont pas, que c'est quand même un premier pas de Zelensky vers la résolution de ce conflit. Mais moi ça m'étonnerait pas, moi, que les Russes disent, une fois qu'on a reconnu la frontière, si vous voulez, que le Donbass soit russe, mais zone démilitarisée. Hein. Oui, mais Zelensky ne dit pas russe et démilitarisé. Non, mais Zelensky, il ne peut pas dire russe. Mais en réalité, mais Zelensky, lui aussi est obligé d'atterrir. Il a dit jamais, il y a encore 15 jours, il disait jamais. Donc, il faut bien, si vous voulez, c'est comme les Européens, on est dans une situation impossible sur le plan diplomatique et communication politique. C'est après avoir dit qu'on va gagner, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, que jamais on cédera et autres, il faut admettre que c'est fini. Comment on fait pour atterrir ? C'est le problème, je vous disais tout à l'heure. C'est le problème des dirigeants européens, c'est le problème de Zelensky. Mais la messe est dite. Alors justement, les dirigeants européens, eux, peinent à atterrir, puisqu'on a vu cette nuit qu'ils avaient voté pour le blocage des actifs de la Banque centrale russe. C'est un nouveau pas vers le blocage, c'est le cas de le dire, vis-à-vis de la Russie. Comment vous interprétez cela ? Parce qu'on avait le gel des actifs, maintenant c'est un blocage des actifs de la BCE. Sur le plan économique, c'est pas très bon comme signal. Moi, je pense que c'est un combat d'arrière-garde, actuellement, compte tenu de ce qui se passe, c'est un combat d'arrière-garde qui aura des conséquences pour nous. Parce que quand la paix va être revenue, on y est à la paix, on y arrive. Quand la paix va être revenue, que le commerce va se dérouler très bien entre les Américains et les Russes. Les Russes vont retravailler avec l'Europe, avec certains pays européens. On sait très bien que la France et l'Allemagne seront les derniers avec qui les Russes vont travailler. Parce qu'on a tout fait pour se faire détester. Alors, vous me direz, c'est un choix stratégique, on a parfaitement le droit de dire, nous on s'en fout, on ne veut pas travailler avec la Russie. Mais à partir d'un moment où la Russie revient, et parce qu'il y aura une levée des sanctions par les Américains, c'est déjà commencé, avec les Russes. À partir du moment où il y aura une levée des sanctions et que les Russes repasseront partout, on va continuer, nous, à être les irréductibles. Je pense que c'est pas... Est-ce que ça va peser sur les négociations ? La réponse est non. Non. Absolument pas. Donc, ce sont des gestes qui, à mon avis, ne sont pas utiles. Alors peut-être que ça satisfait les égos de certains, ça c'est autre chose. Mais sur le fond, qu'est-ce que ça apporte ? Rien, au contraire. Ça dégrade encore. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est la reconstruction de nos relations avec la Russie, parce que c'est inéluctable. On a vu également la semaine dernière Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, être très fière d'annoncer la fin des importations de gaz russe au sein de l'Union européenne pour 2027. Oui. Elle était très très satisfaite de cet accord qui avait été signé. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord-là encore ? Il a été fait parce que les pays qui avaient besoin du gaz russe parce qu'ils n'avaient pas de solution, on leur a compensé par d'autres voies de manière intéressante. Donc pour eux, c'est neutre, si vous voulez, c'est quelque chose de neutre. Mais la question, je vous dis, ça se reposera quand ? Ça va se reposer quand la paix va arriver. Donc la paix va arriver... Qui a intérêt à voir ces importations de gaz russe cesser définitivement ? Les Américains, puisque ça leur permet eux d'envoyer le leur. Oui.
Donc là encore, ce sont les Américains qui sont gagnants. Ah mais bien sûr, mais de manière, attendez, on ne l'avait pas évoqué tout à l'heure, mais le gaz américain a pris une ampleur, la vente de gaz américain en Europe a pris une ampleur considérable depuis la fin du gaz russe, puisque dans tous les ports méthaniers d'Europe, on reçoit du gaz liquide venu des États-Unis, alors aussi du Qatar, hein, mais beaucoup vient des États-Unis. Avant, ils n'en vendaient presque pas, maintenant, ils en vendent énormément. Donc, pour les Américains, bien sûr, c'est tout gain. Et justement, on revient alors là au National Security Strategy. Hein, dedans, il est bien dit que les énergies sont un problème majeur, que l'Amérique doit contrôler les énergies et en tirer le maximum. Elle le fait, elle va le faire sur l'Europe, elle va continuer à le faire sur l'Europe. Et dans le fond, et pour les Russes, c'est pas si grave que ça, quoi qu'on en raconte. On dit, ils souffrent et tout, c'est pas vrai. Ils sont en train de construire des pipelines, des gas pipes qui vont traverser la Sibérie pour aller vers la Chine, pour aller vers l'Inde. Et ils ont remplacé la fourniture de l'Europe par l'autre côté. Alors bien sûr, les pipes coûtent cher, c'est un investissement qui coûte cher, mais après, c'est gagnant parce que pendant des dizaines d'années, ça va marcher. Le gaz sibérien, le pétrole sibérien partira vers l'Inde et la Chine. Donc, qui au contraire seront ravis, parce que grâce à ça, ils ont une sécurité d'approvisionnement qu'ils n'avaient pas avant, puisque avant, le gaz et le pétrole devaient passer par la mer, par la mer de Chine, par le détroit de Malacca. Donc c'était toute une zone difficile, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles les Chinois voulaient contrôler la mer de Chine, c'est de ne pas avoir de problème avec leurs approvisionnements. Là, le problème est réglé, ça va passer dans 2 ans, 3 ans, ça va passer directement par le nord. Problème réglé. Donc en définitive, ça a redistribué les cartes, mais pas forcément dans un bon sens pour nous. En conclusion de cette émission, Alain Juillet, j'aurais une dernière question. Aujourd'hui, comment voyez-vous les relations entre l'Europe et les États-Unis ? Est-ce que nous sommes des alliés ? Est-ce que nous sommes des adversaires ? Est-ce que nous sommes des concurrents ? Ou est-ce que nous sommes à terre ? Alors, si on prend les Américains, pour les Américains, on est des vassals. On est aux ordres. Alors, certes, des vassals d'une certaine taille, donc on est des ducs de Bourgogne, si vous voulez, par rapport au roi de France. Voilà. Donc, mais on est des vassals. Pour les Européens, l'Union européenne pense qu'elle peut traiter d'égal à égal avec l'Amérique, ce qui est évidemment faux. D'autant plus que l'Union européenne ne croit plus à l'Amérique ne croit plus à l'Union européenne. Alors ensuite, au niveau des pays européens, on peut faire du bilatéral avec les Américains. Dans le cadre de l'Europe, on peut jouer ce que font les Polonais, ce que font les Italiens. Et ça marche. Et aimerait beaucoup faire les Hongrois. Et ce qu'aimeraient beaucoup faire les Hongrois. Donc voilà. Donc il faut bien regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas bien, est en mauvaise posture. Voilà. Je crois qu'on peut dire ça. Merci beaucoup Alain Juillet d'être venu sur TV Liberté. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on peut retrouver vos décryptages plus fréquemment, puisque c'est toutes les semaines, sauf erreur de ma part, tous les vendredis, sur Open Box TV. Chers amis, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous l'avez déjà aidé avec votre petit pouce en l'air, que vous avez fait vos commentaires tout au fil de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point d'actualité. À bientôt, portez-vous bien.